Notre premier objet à l'ordre du jour et je salue la présence de Monsieur le vice-président du Conseil fédéral, Guy Parmelin. Nous avons eu une séance de bureau tout à l'heure et le bureau arrive. 19.020, loi sur le service civil, modification. 19.20 Uhr, Bundesgesetz über den zivilen Ersatzdienst, Änderung. Je salue la présence des rapporteurs de commission, Madame Glatzmann, Monsieur Ador. Il reste une divergence qui concerne plusieurs articles et nous allons commencer donc par traiter ces divergences et je passe la parole à Monsieur Fridet pour défendre sa minorité. Je crois que le micro ne fonctionne pas. La dernière divergence entre nos deux conseils concerne la mesure numéro 2 qui propose d'introduire un délai d'attente obligatoire de 12 mois lors d'un passage du service militaire vers le service civil. Une mesure moins brutale que la mesure numéro 1 déjà décidée qui imposera un nombre minimal de 150 jours de service pour tout nouveau civiliste transféré de l'armée, mais une mesure qui contrevient au libre choix constitutionnel du militaire qui a décidé de servir son pays autrement. Oui, chers collègues, servir son pays autrement et pas refuser de servir ou vouloir se défiler. Dans ce cas, la voie bleue est plus aisée. Oui, chers collègues, pour servir. Et la récente pandémie du Covid-19 a permis d'en témoigner. Durant la pandémie, les médias se sont fait largement l'écho de l'engagement de l'armée. Mais sait-on vraiment qui a été, dès le début, présent dans nos hôpitaux, dans les EMS, déjà au travail, intégré dans les équipes soignantes, expérimenté, formé, efficace et capable d'apporter immédiatement un soutien important aux soignants et un réconfort aux victimes. Je parle des civilistes. Je reprends ici les chiffres communiqués devant votre commission de politique de sécurité par le conseiller fédéral Guy Parmelin. Lors de l'éclatement de la pandémie, quelques 4000 civilistes étaient en train d'accomplir une affectation ordinaire dans les domaines de la santé, du service social ou de l'instruction publique. Du 16 mars à fin avril, 205 000 jours de service civil ont été réalisés. En moyenne, on retrouvait 850 civilistes dans les hôpitaux, 2550 civilistes dans les EMS ou autres établissements accueillant des personnes nécessitant des soins et 500 dans d'autres affectations, notamment l'appui à l'enseignement à distance. Je tiens à le répéter, car pour moi c'est essentiel. Au sein des hôpitaux et des EMS, leur connaissance aguerrie du terrain et du travail à fournir a représenté un plus indéniable, les civilistes disposant d'une expérience indiscutable. Et ces compétences semblent leur avoir permis d'être à la fois plus efficaces et nettement moins contaminés par le Covid-19 que des militaires sans expérience mis imprudemment en contact avec une maladie très contagieuse. Par ailleurs, et c'est à soulever, 221 civilistes supplémentaires, pas astreints au service à ce moment-là, ont répondu spontanément à un appel de l'organisation du service civil et ils ont été déployés dans différents hôpitaux, dont 60 au Tessin, la région la plus cruellement touchée du pays. L'armée a été mobilisée à grand bruit et je ne tente pas ici de minimiser l'engagement de nos soldats, ce n'est pas le propos. Mais au plus près de la maladie et de ses risques, près des patients, aux côtés des plus fragiles, au front, ce sont les civilistes qui ont été les premiers sur le terrain, les premiers dans le temps et en nombre. Chers collègues, je ne peux m'empêcher de penser que cette réforme de la loi sur le service civil, qui s'apparente en fait à une punition, représente l'équivalent d'une insulte à l'égard du corps des civilistes, de toutes ces personnes qui ont répondu présent par leur engagement exemplaire. Cette réforme, dans son ensemble, est injuste, inutile, car depuis 2 ans, le nombre d'incorporations dans l'exigeant service civil est en baisse. Et surtout, cette réforme se révélera contre-productive à terme pour l'armée. Les jeunes appelés, encore indécis, y réfléchiront à 2 fois avant de faire le choix de l'armée, privilégiant d'emblée le service civil quand ce n'est pas la voie bleue. Face aux plausibles menaces qui pourraient frapper notre pays, ce n'est pas l'armée qui représente la force appelée en première ligne. Pour le terrorisme et la criminalité, ce sont les forces policières.
Face aux risques de pandémie ou de problèmes environnementaux tels des pollutions, des inondations, des éboulements et tous les autres drames que l'on peut imaginer, ce sont les autorités civiles qui sont en première ligne, au sein desquelles, aux côtés de la protection civile, on peut compter sur le service civil. La Suisse a besoin de ses civilistes et quoi que l'on dise, ils ne menacent pas réellement les contingents de l'armée. Ces jeunes, à travers la preuve par l'acte que représentent les 50% de jours de service en plus qu'ils acceptent de réaliser et le respect avéré de leurs engagements, témoignent chaque jour de leur volonté de se mettre au service de notre pays. Chers collègues, je vous demande aujourd'hui, par respect et reconnaissance, de renoncer à cette couche supplémentaire dans la punition que l'on veut imposer à certains citoyens suisses qui veulent simplement servir autrement et pour le moins utilement leur patrie et ses habitants. Merci de soutenir cette minorité. Je vous remercie. Nous passons maintenant au porte-parole des groupes, avec en premier pour l'UDC, M. Zuber-Bühler, prochain orateur, groupe socialiste. Ja, sehr geehrte Frau Nationalratspräsidentin, sehr geehrter Herr Bundesrat, sehr geehrte Damen und Herren des Nationalrats. In der Wintersession hat der Nationalrat entschieden, dass der Wechsel von der Armee zum Zivildienst schwieriger werden soll. Das gestiegene Interesse am Zivildienst hat mit der Abschaffung der Gewissensprüfung im Jahr 2009 zu tun. Seither gilt der Umstand, dass Zivildienstleistende lediglich bereit sein müssen, einen 1,5 Mal längeren Dienst zu leisten, als Tatbeweis für einen Gewissenskonflikt. Als Folge stieg die Zahl der Zulassungen an auf bis zu 6.785 im Jahr 2017. Aufgrund der vielen Zulassungen zum Zivildienst und weil die Bestände der Armee akut gefährdet sind, haben National- und Ständerat einem entsprechenden Maßnahmenpaket zugestimmt. Die einzelnen Maßnahmen zielen vor allem darauf ab, die Hürden für den Wechsel aus der Armee in den Zivildienst zu erhöhen. Beibehalten wollte das Parlament letztlich die 8. vom Bundesrat vorgeschlagene Maßnahme bzw. die Möglichkeit von Zivildiensteinsätzen im Ausland. Der Nationalrat folgte hier dem Ständerat und lehnte es mit 97 zu 95 Stimmen bei 2 Enthaltungen sehr knapp ab, diese Möglichkeit abzuschaffen. Mit 123 zu 68 Stimmen sprach sich der Nationalrat zusätzlich gegen eine Wartefrist von einem Jahr für den Wechsel aus der Armee in den Zivildienst aus. Diese Differenz wurde aus taktischen Gründen geschaffen. Das ist ein offenes Geheimnis. Wären die Geschäfte Neues Kampfflugzeug und das Zivildienstgesetz in der Wintersession zu Ende beraten worden, hätte das Stimmvolk voraussichtlich im kommenden September gleichzeitig über beide Vorlagen abstimmen müssen. Und ob das letztendlich klug war, das wird sich noch weisen. Bei der letzten verbleibenden Differenz beantrage ich Ihnen nun im Namen der SVP-Fraktion, dem Ständerat zu folgen und eine Wartefrist von 12 Monaten einzuführen. Bei dieser Wartefrist handelt es sich um die Maßnahme 2 des Bundesrates, die letztlich zum Ziel hat, dass die Zulassungen zum Zivildienst endlich abnehmen. Betroffen von dieser Differenz sind die 3 Artikel 17, 17a und 18 Absatz 3. Es handelt sich bei dieser Maßnahme um eine der beiden Hauptmaßnahmen. Sie ist also außerordentlich wichtig. Diese Wartefrist bedeutet für eingeteilte Armeeangehörige, dass für sie eine Wartefrist von 12 Monaten zwischen Gesuchseinreichung und Zulassung gilt und dass sie während dieser Wartefrist weiterhin die Pflicht haben, Militärdienst zu leisten. Für noch nicht eingeteilte Armeeangehörige gilt die Wartefrist hingegen nicht. Diese Wartefrist ist zwingend nötig. Ich erwähne an dieser Stelle gerne das Beispiel mit einem Rekruten, der sich während der Rekrutenschule für den zivilen Ersatzdienst bewerben möchte. Für diesen Rekruten wird ein ganzer Mechanismus eingerichtet. Der Kompaniechef, ein Psychologe und ein Geistlicher suchen das Gespräch mit dem Rekruten und manchmal stellt sich heraus, dass ein persönliches, körperliches oder anderes Problem besteht und dass die Absicht, in den Zivildienst zu übertreten, gar nicht infolge eines Gewissenskonflikts besteht. In 1/3 der Fälle ist die Armee dann in der Lage, in Absprache mit dem Rekruten eine Lösung zu finden. In 1/3 der Fälle kann somit ein Übertritt in den Zivildienst verhindert werden. Und das ist bei jemandem, der nicht mehr in der Rekrutenschule ist, nicht möglich, weil es gar keine Diskussionsmöglichkeiten gibt.
da sich der WK-Soldat bereits zu Hause und nicht mehr im Dienst befindet. Ein Kompaniekommandant erfährt dann irgendwann von dessen Übertritt in den Zivildienst und hat keine Möglichkeiten mehr, ein vertieftes bzw. klärendes Gespräch zu führen. Mit der Wartefrist geht es nun darum, die Möglichkeit zu schaffen, damit überhaupt ein Gespräch geführt werden kann. Die SVP-Fraktion ist überzeugt, dass mit dieser Maßnahme sichergestellt werden kann, dass zumindest ein Teil der Armeeangehörigen, welche die Absicht haben, in den Zivildienst zu wechseln, von ihrer Idee abgehalten werden kann, weil sie eben gar keinen Gewissenskonflikt haben und für sie eine andere, einvernehmliche Lösung gesucht werden kann. Ich bitte Sie deshalb, bei der letzten verbleibenden Differenz der Mehrheit bzw. dem Ständerat zu folgen. Das Wort für die Sozialdemokratische Partei hat Frau Seiler-Graf, nächste Sprecher Mitte-Fraktion. Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen. Momentan gibt es noch eben diese eine Differenz zum Ständerat. Es geht dabei um die Maßnahme 2. Für die Angehörigen der Armee soll eine Wartefrist von 12 Monaten zwischen Gesuchseinreichung und Zulassung zum Zivildienst gelten, in welcher weiterhin Militärdienst zu leisten ist. Für die SP-Fraktion war zu keinem Zeitpunkt nur annähernd klar, was außer Schikane der Nutzen dieser Wartefrist sein soll. Diese Maßnahme hat nun wirklich rein strafenden Charakter und wird höchstens dazu führen, dass vermehrt der blaue Weg gewählt wird, was der Armee dann ja auch nicht wirklich nützen wird. Es leuchtet auch nicht ein, warum nur in einem WK mit möglichen abtrünnigen Armeeangehörigen gesprochen werden kann und sonst nichts und nirgends. Wenn sich ein solches Gespräch abzeichnet, sollte es wohl sofort angegangen werden und nicht auf einen WK, der dann irgendwann in ein paar Monaten stattfindet, hinausgeschoben werden. Wir lehnen darum diese Maßnahme 2 weiterhin dezidiert ab und unterstützen den Minderheitsantrag Friede. Der Zivildienst ist seit seiner Einführung 1996 eine große Erfolgsgeschichte. Er ist zu einer ganz wichtigen Institution geworden, die weit über die Leistung eines Ersatzdienstes hinausweist. Der Zivildienst vermittelt wichtige Lebenserfahrungen, erfüllt wertvolle soziale, ökologische und kulturelle Aufgaben und stärkt den Zusammenhalt in der Gesellschaft. Aus all den ganz vielfältigen Einsatzbetrieben sind die Zivildienstleistenden schlicht nicht mehr wegzudenken. Es ist nach wie vor unverständlich und unannehmbar, dass die Zulassungen zum Zivildienst jetzt mit zum Teil schikanösen, zum Teil aber auch völkerrechtlich doch bedenklichen Maßnahmen mit Strafcharakter erschwert werden sollen. Gerade in Zeiten von Corona hat der Zivildienst bewiesen, dass es ihn eben braucht und dass er sinnvoll und über eine lange Zeitdauer hinaus eingesetzt werden kann. Ich glaube auch weiterhin nicht, dass diese geplanten Maßnahmen der Armee helfen werden. Sie sind ja eben offensichtlich in erster Linie dafür da, den Zivildienst unattraktiv zu machen. Das macht die Armee aber nicht automatisch attraktiver. Im Gegenteil, ich bin überzeugt, dass diese Vorlage der Armee sogar schadet im Endeffekt. Denn sie vermittelt den Eindruck, dass die Armee diese tatsächlich braucht und dass dieser Frontalangriff gegen den Zivildienst nötig ist. Ich glaube, so schlecht steht es jetzt auch nicht um die Armee. Die SP-Fraktion wird diese verunglückte Zivildienstgesetzrevision klar ablehnen und mit Überzeugung dann das Referendum dagegen unterstützen, falls dies nötig sein wird. Das Wort für die Mitte-Fraktion hat Herr Rechsteiner. Nächster Sprecher ist an die Grüne Fraktion. Bitte, Herr Rechsteiner. Sehr geehrter Herr Vizepräsident, Herr Bundesrat, geschätzte Kolleginnen und Kollegen, von den ursprünglich 8 vorgeschlagenen Maßnahmen konnten in den Beratungen seit September 2019 deren 7 bereinigt werden. Bei der letzten nun verbleibenden Differenz in Artikel 17, 17a und 18 Absatz 3 spricht sich die Mitte-Fraktion CVP, EVP, BDP für die Einführung der Wartefrist von 12 Monaten aus.
Das entspricht dem Vorschlag des Bundesrates sowie dem Beschluss des Ständerates und der Mehrheit der vorberatenden Kommission. Der Mitte-Fraktion ist es ein Anliegen, dass Gesuche mit der notwendigen Sorgfalt und unter Berücksichtigung der persönlichen Situation des Gesuchstellers geprüft werden. Diese Prüfung erfordert die Verfügbarkeit des Gesuchstellers sowie der Behörden, also der militärischen Behörden, und benötigt eine gewisse Zeit. Die Festsetzung einer Wartefrist von 12 Monaten ist deshalb zielführend. Der Wechsel vom Militärdienst zum Zivildienst ist eine persönliche und private Angelegenheit. Diese soll wohl überlegt und auch in Rücksprache mit Fachpersonen, unter anderem dem militärischen Vorgesetzten, Psychologen, allenfalls dem Feldprediger, erfolgen. Ein Gewissenskonflikt, der ein Gesuch um Leistung von zivilem Ersatzdienst zur Folge hat, kann jederzeit auftreten. Unabhängig davon, ob jemand schon sehr lange Militärdienst leistet oder nicht. Es ist aber schon auffällig, dass im Jahr 2019 über 600 Soldaten nach der RS und vor dem ersten WK ein Gesuch gestellt haben. Es ist in diesen Fällen anzunehmen, dass der Gewissenskonflikt plötzlich aufgetreten ist. Das gilt es zu respektieren. Wer jedoch nach dem ersten WK wechselt, hat schon einen großen Teil seiner Dienstpflicht erfüllt und es ist kein langer Zivildienst mehr zu gewärtigen. Wir sind deshalb der Meinung, dass eine genügend lange Wartezeit sinnvoll ist. Dieser Wechsel kann aktuell zu kurzfristig erfolgen, um das Gesuch mit dem Antragstellenden seriös zu prüfen und zu besprechen. Mit der neu einzuführenden Wartefrist von 12 Monaten besteht genügend Zeit, um die Beweggründe für den Wechsel zu ergründen, die bisherige Militärdienstleistung Revue passieren zu lassen und den Entscheid auch zu hinterfragen. Das ist auch mit Blick auf die bereits getätigten Ausbildungsinvestitionen während der Grundausbildung sinnvoll. Die Mitte-Fraktion wird aus erwähnten Gründen die Einführung einer Wartefrist von 12 Monaten zustimmen und die Mehrheit unterstützen. Das Wort für die grüne Fraktion hat Herr Viva. Nächste Sprecher sind dann die FDP-Liberalen. Divergence avec les États, dont le seul but était d'éviter la récolte conjointe de signatures entre le durcissement des conditions d'accès au service civil et le crédit de 6 milliards pour l'achat des avions de combat. Vu le résultat aujourd'hui des votes en commission, cette divergence sera effacée, presque sans débat, confirmant qu'il s'agissait d'une simple manœuvre politique. Malgré cela, le vote en décembre a été particulièrement serré, 102 contre 92. Permettez-nous donc d'essayer, encore une fois, chers et chers collègues, de vous convaincre. Surtout que depuis le mois de décembre, nous avons pu tester l'utilité du service civil dans une situation de crise. La pandémie du Covid-19 a montré l'importance du service de remplacement de l'armée. Ce sont des milliers de personnes qui ont œuvré dans les domaines essentiels, dans le domaine des soins, dans les EMS, dans le domaine social, dans le domaine pédagogique. Monsieur Fridé vous a donné les chiffres. À notre avis d'ailleurs, le Conseil fédéral aurait pu beaucoup mieux utiliser ses forces vives, formées et motivées. Le Conseil fédéral devrait ainsi s'en inspirer plutôt que de tout mettre en œuvre pour limiter l'accès au service civil. Il y a un argument du Conseil fédéral que nous trouvons particulièrement choquant. Il met un accent très particulier sur les personnes qui ont terminé leur école de recrue et demandent une affectation au service civil. Selon le gouvernement, ce changement est purement opportuniste, mais permettez-moi d'en douter. Quel meilleur moment pour se rendre compte que le fonctionnement de l'armée vous pose un problème de conscience? Quel meilleur moment pour réfléchir et se rendre compte de l'inutilité de son engagement au sein de l'armée? Le doute que jette le Conseil fédéral sur l'authenticité de ces conflits de conscience est une insulte pour tous ceux qui choisissent une autre manière d'effectuer un service à la population plutôt que de choisir la simplicité offerte par la voie bleue. Nous accepterons donc les minorités de notre collègue Fridé et refuserons au vote final le projet en entier. Le référendum est prêt à être lancé et nous nous réjouissons déjà d'aller dans la rue pour défendre le service civil. Je vous remercie.
Je vous remercie. Je passe maintenant la parole au porte-parole du groupe Vert libéral radical. Est-ce que je peux vous demander de vous préparer assez tôt parce qu'on a vraiment un ordre du jour qui est très serré et le prochain orateur sera celui des Verts libéraux. Monsieur Cattaneo, volontiers. Sarò velocissimo, cara Presidente. Stimato consigliere, sarò velocissimo, cara Presidente. Stimato consigliere federale, cari colleghi, si tratta della divergenza nella modifica della legge sul servizio civile. Mi permetto di sottolineare in prima battuta l'obiettivo della modifica di questa legge proposta dal Consiglio federale. Frenare la continua migrazione di militi, specialisti e quadri dell'esercito verso il servizio civile. Vi sono tuttora falsi incentivi che vanno tolti per rendere l'impegno del servizio civile più equilibrato e simile a quello del servizio militare. Nel suo intento il Consiglio federale ha proposto 8 misure per limitare le ammissioni al servizio civile. Siamo ora alle divergenze, rimane la discussione sulla misura numero 2, che tocca gli articoli 17, 17A e 18 capoverso 3, che prevede appunto un periodo di attesa di 12 mesi per i militi incorporati nell'esercito prima di essere ammessi nel servizio civile. Durante questo periodo l'obbligo di prestare servizio rimane. Lo scopo di questa misura è permettere all'esercito, in base ad ogni richiesta, di avere il tempo necessario per valutare assieme al diretto interessato, attraverso un dialogo trasparente e personale, soluzione alternativa, come ad esempio un cambiamento di incorporazione, per appunto convincerlo a rimanere nell'esercito. In effetti si apre un periodo di 12 mesi di riflessione e questo permette di valutare caso per caso. Questa misura è chiaramente complementare alla misura numero 1, che prevede un minimo di 150 giorni di servizio per i militi ammessi al servizio civile e che non hanno ancora assolto il totale dei giorni di servizio dovuti. Il Partito Liberale Radicale ritiene questa misura numero 2 di 12 mesi di attesa adeguata all'obiettivo che intende raggiungere la modifica di questa legge e invita quindi a sostenere e allinearsi alla maggioranza della Commissione della Politica della Sicurezza, così come al Consiglio degli Stati e al Consiglio federale. Grazie. Je vous remercie. Pour le groupe Vert libéral, je passe la parole à Monsieur Flach. Diese überstürzte Revision des Zivildienstgesetzes von Anfang an hinterfragt und haben von Anfang an gesagt, dass wir hier das Falsche unternehmen. Es droht nämlich kein Personalmangel bei der Armee. Der Bundesrat hatte das auch 2010, 2012 und 2014 in Berichten schon dargelegt, dass die Abgänge von der Armee zum Zivildienst die Bestände nicht tangieren und die Armee einsatzbereit und einsatzfähig ist. Jetzt ist es sogar so, dass im Januar 2020 ein neuer Bericht des VBS aufzeigt, dass der Rückgang um 1,9% beträgt der Zulassungen. Und, das ist bemerkenswert, über die Gründe dieses Rückganges gibt es keine gesicherten Angaben. Wir hier haben selbst noch dazu beigetragen, indem wir erst kürzlich dafür gesorgt haben, dass Personen, Männer, die in die Armee gehen müssen, ihre RS um 5 Jahre verschieben können. Auch das sind Faktoren, die dazu beitragen werden, dass es entsprechende Fluktuationen bei den Zugängen hat zur Armee, selbstverständlich aber dann auch zum Zivildienst. Wir befinden uns also quasi irgendwo im Freiflug zwischen Weiterentwicklung der Armee, Änderungen des Dienstpflichtsystems, Änderungen bei der Frist, wann das man in die RS einrücken muss und dann noch andere gesellschaftliche und gesetzliche Bestimmungen, die wir angepasst haben, die ebenfalls dazu führen, dass entsprechende Ungenauigkeiten bestehen. Und trotzdem gehen wir hin und plagen jetzt einfach die Zivildienstleistenden in der Hoffnung, dass dann mehr von ihnen in der Armee bleiben oder in die Armee gehen.
Diese letzte Differenz hier, die ist symptomatisch dafür. Hier sagt man einfach, man müsse 12 Monate warten seit Einreichung des Gesuches, bis man dann tatsächlich als Zivildienstleistender seinen Einsatz leisten kann. Das ist nichts anderes als Schikane. Sonst überall, wo wir entsprechend Gesuche stellen oder irgendeinen Anspruch an den Staat haben, da gilt für uns in unserem Land das Gebot, dass das beschleunigt behandelt werden soll. Die Behörden haben zu entscheiden. Wenn der Bürger, die Bürgerin ein Gesuch an den Staat richtet, dann hat der Staat zu entscheiden und entsprechend zu verfügen. Und hier machen wir eine künstliche Wartefrist von 12 Monaten, nochmals einzig und alleine mit dem Grund, die Zivildienstleistenden zu plagen, den Zivildienst noch etwas schlechter zu machen und den Zivildienst auch letztlich dann herabzuwürdigen. Wir haben in der Corona-Krise gesehen, dass Zivildienstleistende eigentlich von ihrer Ausbildung her und von den Einsatzorten, wo sie ihren Dienst leisten, prädestiniert sind, um genau solche Situationen für die Gesellschaft, für uns alle, insbesondere das Gesundheitswesen, massiv zu entschärfen, weil sie die richtige Ausbildung haben. Dort ist es auch nicht notwendig, dass sie alarmmäßig wie mit der Polizei oder mit der Feuerwehr aufgeboten werden. Dort braucht man sogar eine gewisse Zeit beim Hochfahren für eine Pandemie, um die Leute entsprechend einsetzen zu können. Das geht nicht von heute auf morgen, da braucht es ein paar Tage. Entsprechend könnten wir dort nachbessern und die Zivildienstleistenden viel besser einsetzen, als wir es jetzt getan haben. Die Grünliberalen werden hier der Minderheit folgen und diese zusätzliche Schikane und unnötige Wartefrist genauso ablehnen wie alle anderen Maßnahmen, die hier angedacht sind. Letztlich werden wir auch dieses unnötige Gesetz ablehnen und dann im Referendum, falls es doch durchkommt, gerne helfen, den Zivildienst zu stärken und die Stellung in der Gesellschaft weiterhin wahren zu lassen, dem der Zivildienst auch angemessen ist. Besten Dank. Je vous remercie. Je passe maintenant la parole à Monsieur le conseiller fédéral. Merci Madame la Présidente, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil national. Permettez-moi tout d'abord de rappeler que l'un des principaux objectifs de la révision de la loi sur le service civil est de diminuer considérablement les départs de militaires instruits vers le service civil. Le Conseil fédéral estime donc que le délai d'attente proposé conjugué à la mesure numéro 1 est la mesure qui devrait influer le plus sur l'évolution du nombre des admissions au service civil. Pour rappel, la mesure numéro 1 prévoit un minimum de 150 jours de service civil. Elle a déjà été acceptée par les deux conseils. Les mesures 1 et 2 cible des problèmes généraux de l'exécution du service civil. Appliquées ensemble, elles devraient permettre une réduction substantielle du nombre des admissions, en particulier des militaires instruits et incorporés. Rappelons ensuite que ce délai d'attente de 12 mois, prévu par la mesure numéro 2, ne s'applique pas aux personnes qui ne sont pas encore incorporées dans l'armée. Et je rappelle enfin que ce délai d'attente de 12 mois ne s'applique pas non plus en cas de service actif ou de service d'appui. L'essence du droit constitutionnel d'effectuer un service civil de remplacement est dès lors préservée. L'année dernière, Mesdames et Messieurs les conseillères et conseillers nationaux, 2018 militaires instruits et incorporés ont été admis au service civil. Et parmi eux, il y avait 408 cadres et un grand nombre de spécialistes et de militaires ayant suivi une formation spéciale. Chaque départ de militaires instruits porte atteinte à la qualité du service d'instruction. De plus, chaque départ affaiblit la disponibilité opérationnelle et la capacité d'engagement de l'armée. Il faut bien se rendre compte que le départ de personnes incorporées est particulièrement lourd de conséquences pour le contribuable et pour l'instruction de l'armée lorsque ceux-ci ont suivi une formation de spécialistes ou de cadres. Les formations demandent un investissement considérable en temps
et en argent. Le délai d'attente de 12 mois prévu par la mesure numéro 2 est nécessaire pour que l'armée puisse étudier, le cas échéant, mettre en œuvre des mesures individuelles permettant aux militaires concernés de continuer à faire du service militaire. Cela peut être un changement d'incorporation, ça peut être le report d'un cours de répétition à une date ultérieure à titre d'exemple. Et souvent, après discussion, respectivement après négociation, les requérants contactés par l'armée acceptent un changement d'affectation. Permettez-moi maintenant brièvement de répondre aux arguments avancés contre la mesure proposée. Le délai d'attente fixe de 12 mois s'explique par le rythme annuel des cours de répétition. En dehors de ces cours, les militaires n'ont aucune obligation de donner suite aux demandes de discussion de l'armée. L'obligation d'entrer en service et d'effectuer les cours de répétition est par conséquent indispensable pour pouvoir établir ce dialogue. Ce n'est pas une chicanerie, c'est une nécessité pratique. L'armée peut et doit veiller à ce que ce dialogue intervienne dès l'entrée en service des militaires concernés. En fonction de la situation, un commandant de compagnie peut ensuite ordonner la libération immédiate du cours de répétition pour des raisons administratives. Cela peut se faire, par exemple, quand les clarifications ayant trait à la possibilité d'effectuer d'autres services au sein de l'armée nécessitent plus de temps. L'armée peut également faciliter la clarification de la situation avant l'entrée en service pour les cours de répétition. Un dialogue avec le militaire concerné peut clarifier aussi la possibilité d'autres services envisageables au sein de l'armée. Le recours à une procédure pragmatique pour clarifier la situation permet de tenir suffisamment compte de la crainte que les militaires confrontés à un conflit de conscience après leur incorporation dans l'armée restent astreints au service militaire jusqu'à l'échéance du délai d'attente. La large palette d'activités disponibles au sein du service civil, les avantages qui pourraient en résulter pour des études universitaires sont peut-être une des raisons principales pour le passage au service civil. La mesure est par conséquent appropriée et justifiable, notamment afin de lutter contre les transferts opportunistes du service militaire au service civil entre les études de bachelor et de master. Et cette mesure vise en outre à réduire le nombre de demandes d'admission déposées à la suite du refus par l'armée, par exemple, de reporter un cours de répétition. Eu égard à ces objectifs, la mesure n'est ni arbitraire, ni une chicane et ne constitue pas un obstacle administratif inutile ou important. Peut-être quelques compléments avant de conclure. Par rapport aux interventions de différents conseillers nationaux et conseillères nationales, il faut rappeler quand même que le service civil intervient, et c'est par rapport à la crise du coronavirus, intervient en complément de la protection civile et de l'armée. Ce sont les cantons qui doivent faire des demandes à la Confédération s'ils ont des besoins de ressources supplémentaires. Et dans le cas qui nous occupe, certains cantons n'ont pas jugé nécessaire d'engager le service civil, d'autres l'ont fait pour répondre à environ 80 demandes qui ont été concrètes et déposées. 400 civilistes supplémentaires ont été mobilisés en raison de la pandémie. Tout s'est fait en étroite coordination avec les organes et les organes au niveau de l'état-major fédéral, notamment de protection de la population et la gestion fédérale des ressources. Et ces 400 civilistes supplémentaires, c'est des compléments parce qu'ils viennent en complément des 4000 civilistes qui étaient, eux, en train d'accomplir une affectation ordinaire. Il ne s'agit donc pas d'opposer les prestations des uns et des autres. De par sa structure légale, le service civil n'est pas une organisation de première intervention. Contrairement à la protection civile, par exemple, il fournit, le service civil, un appui subsidiaire, un appui complémentaire qui permet de renforcer la capacité d'intervention durable des prestataires. C'est une des réserves, à ce titre-là, c'est juste, c'est une des réserves stratégiques de la Confédération. Encore peut-être une remarque par rapport à la
qualité, des milliers de civilistes, c'est juste, Monsieur Fridet, vous en avez parlé, disposent effectivement d'une formation dans le domaine des soins, de l'accompagnement ainsi que d'une expérience acquise au cours de plusieurs semaines, voire de plusieurs mois d'affectation dans le domaine de la santé ou du service social. Cependant, les civilistes ne sont pas des aides-soignants certifiés tels que les soldats des bataillons d'hôpital, par exemple, de l'armée, qui ont été engagés et en tant que tels, ils ne peuvent donc pas prendre leur place. Voilà quelques précisions que je tenais à donner suite aux différentes interventions. Je vous propose de suivre la majorité et de soutenir le projet ensuite au vote final, mais de la majorité par rapport à cette mesure numéro 2. Je vous remercie. Je passe la parole maintenant au rapporteur de commission avec en premier Madame Glattzmann. Frau Präsidentin, Herr Bundesrat, geschätzte Damen und Herren! Am 30. April hat die Sicherheitspolitische Kommission die Differenz des Bundesgesetzes über den zivilen Ersatzdienst beraten. Eigentlich war ja vorgesehen, dieses Geschäft in der Frühjahrssession fertig zu beraten, aber Covid-19 hat uns hier einen Strich durch die Rechnung gemacht. Nichtsdestotrotz haben wir über die Differenzen zum Ständerat nochmals diskutiert. Es gab noch eine Differenz, haben wir jetzt gehört, und dies war die Wartefrist von 12 Monaten. Der Nationalrat hat dies in der letzten Beratung gestrichen, der Ständerat hat dies wieder aufgenommen und während der Frühjahrssession 2020. Der Kommission lagen die beiden Anträge Friede und Zuberbühler vor. Der Antrag Friede forderte, wie dies nun auch im Minderheitsantrag, wie wir dies gehört haben, dass diese Frist von 12 Monaten Wartezeit von der Einreichung des Antrages auf Zivildienst bis zum Entscheid wieder gestrichen werden soll und die Kommission am Beschluss des Nationalrates festhalten solle. Er begründet dies unter anderem, dass bei einem solchen Schritt ein Antrag auf den Wechsel zum Zivildienst gereift sei und man dies auf jeden Fall respektieren müsse. Der Antrag Zuberbühler wollte diese 12 Monate Wartefrist wieder ins Gesetz aufnehmen, das heißt dem Ständerat folgen. Diese 12 Monate seien eine der wichtigsten Maßnahmen, dass das Gesetz seine Wirkung zeige und schlussendlich den Übertritt von der Armee zum Zivildienst senken helfe. Der Bundesrat, wir haben es gehört, hält an seiner Version mit den 12 Monaten Wartefrist fest. Dieser Antrag wird ja erst nach Absolvierung der RS eingereicht und wird auch von der Verwaltung begründet, dass man nicht immer nachvollziehen könne, ob wirklich ein Gewissenskonflikt vorliege. Dabei wäre die Wartefrist angebracht, ganz besonders, weil man dann während dieser Zeit auch noch Gespräche führen könne. Allerdings soll der Zugang weiterhin gewährt bleiben, nur mit einer höheren Schwelle. Ich möchte noch kurz auf die Voten eingehen. Bundesrat Parmelin hat es auch schon ausgeführt. Ich finde es etwas daneben, wenn man jetzt in der jetzigen Zeit den Zivildienst gegen die Armee ausspielt. Auch die Armeeangehörigen, die im Einsatz waren, hatten eine Ausbildung als Sanitäter und konnten ebenso eine gute Arbeit leisten. Dies jetzt als Argument zu gebrauchen, dass man mehr Zivildienstler brauchen würde, das ist wohl kaum angemessen. Wir haben in der Kommission auch nie diskutiert, dass wir den Zivildienst abschaffen wollen. Wir wollten einfach andere, größere Hürden machen. Und es ist auch kein überstürzt erarbeitetes Gesetz. Es basiert unter anderem auf Vorstößen, die Parlamentarier eingereicht haben und die zum Teil auch hier überwiesen worden sind. Die Sicherheitspolitische Kommission hat mit 15 Stimmen dem Antrag Zuberbühler zugestimmt, 10 Stimmen erhielt der Antrag Friede und somit empfiehlt Ihnen die Kommission, dem Ständerat zu folgen und die Minderheit Friede abzulehnen. Je vous remercie. Toujours pour la Commission, Monsieur Ador, et ensuite nous passerons au vote. Madame la Présidente, Monsieur le Vice-président du Conseil fédéral, Mesdames, Messieurs, chers collègues, si en décembre, contrairement d'ailleurs à l'avis de notre commission, le plénum du Conseil national
avait maintenu la divergence dont nous débattons ce matin, ce n'était évidemment pas pour escamoter le débat. La preuve, c'est que ce débat sur le service civil, nous l'avons aujourd'hui, nous l'avons eu il y a quelque temps, c'était le 30 avril, en commission. Et ce qui est important, c'est que nous avons pu l'avoir à la suite de cette crise que nous vivons aujourd'hui. Encore une crise au cours de laquelle on a vu l'engagement tout à la fois du service, de l'armée et du service civil. Donc la majorité de la commission, rassurez-vous, Monsieur Fiva n'a pas peur du débat. Je pense que la majorité des collègues ici présents n'ont pas peur non plus de continuer ce débat s'il le faut dans la rue et jusque dans les urnes. Cette mesure concerne donc des requérants qui sont déjà incorporés, qui sont instruits par l'armée et qui n'ont pas été convoqués en service d'appui ou en service actif. Et à ces personnes, on impose un délai d'attente de 12 mois. Pourquoi cette mesure? On l'a déjà dit, c'est une mesure qui s'est imposée par l'expérience. L'expérience a montré l'utilité déjà dans les écoles de recrues des mesures de dialogue qui ont été mises en place et qui, dans environ un tiers des cas, permettent de convaincre les personnes qui, initialement, voulaient aller au service civil, de rester incorporées au sein de notre armée. L'objectif, c'est d'étendre cette mesure au cours de répétition. Le chef du département l'a dit, combiné avec le minimum de 150 jours de service civil, cette mesure, on peut en attendre qu'elle permette de limiter l'hémorragie des effectifs du service militaire vers le service civil. Le Conseil des États a confirmé cette mesure en mars dernier et le 30 avril donc dernier, notre commission à une majorité de 15 voix contre 10 en a fait autant. Il ne s'agit pas pour la majorité de la commission de créer, contrairement à l'opinion de la minorité, de créer une chicane à l'exercice d'un droit constitutionnel. Il ne s'agit pas non plus de punir et encore moins d'insulter les citoyens qui choisissent d'accomplir un service civil. L'objectif, c'est bel et bien de garantir les effectifs de notre armée. C'est l'objectif général de la réforme et il faut quand même bien se rendre compte que ces effectifs souffrent effectivement de ce qu'il faut bien appeler une hémorragie. Depuis 2016, ce sont régulièrement maintenant plus de 6 000 citoyens qui, sur les 17 à 18 000 incorporés chaque année, partent vers le service civil. Et le service civil, avec depuis 2018 environ 50 000 hommes incorporés, est devenu une véritable armée qui compte des effectifs qui sont près de la moitié de l'effectif réglementaire de notre armée. J'aimerais relever une chose en réponse à ce qu'a dit M. Fridet. Ce n'est pas exact de soutenir qu'il y aurait un libre choix entre le service militaire et le service civil. La loi sur le service civil, à son article 1er, prévoit bien que le service civil est censé, je dis bien censé, le problème c'est que ce n'est pas toujours appliqué comme ça, le service civil est censé être réservé aux citoyens qui ne peuvent pas concilier le service militaire avec leur conscience. Garantir les effectifs, ça veut dire quoi? Ça veut dire, comme l'a dit le Conseil fédéral Parmelin, garantir la disponibilité opérationnelle de notre armée et tout simplement aussi, c'est essentiel, sa capacité à assumer les missions que le peuple finalement lui a confiées. Alors, c'est intéressant, effectivement, c'était l'épreuve du feu, si j'ose dire, heureusement au sens figuré du terme. Cette opération Corona 20 a montré, on peut le dire, que l'armée, c'est, en cas de crise, l'unique réserve du pays. Les civilistes, ça a été relevé aussi, il faut quand même le dire,
à part les 400 qui ont été mobilisés à la suite du déclenchement de l'opération, étaient déjà engagés, donc ils ne pouvaient pas être une réserve. Et les 400 civilistes engagés, ce sont 10 fois moins de personnel que les personnels militaires qui ont été engagés. À noter encore que l'armée a montré donc qu'elle était la seule organisation, je termine tout de suite, Madame la Présidente, excusez-moi, qui était capable de mobiliser véritablement des moyens supplémentaires avec une organisation, avec des moyens, entre autres, sanitaires, une logistique. Et c'est aussi la seule organisation qui était, par exemple, capable d'assumer des missions de contrôle de nos frontières que nous avons demandé à notre armée. Voilà une série de raisons pour lesquelles, au nom de la majorité de la Commission, je vous propose de suivre la majorité, de rejeter la minorité fridée et de voter ce projet au vote final. Je vous remercie. Nous passons au vote. Der Rat stimmt ab. À l'article 10, et ce vote vaut également pour les articles 17a, alinéa 1 et 1 bis, article 18, alinéa 3 et article 83f, alinéa 3. Abstimmung über Artikel 17. Die Abstimmung gilt auch für die Artikel 17a Absatz 1 und 1 bis, Artikel 18 Absatz 3 sowie Artikel 83f Absatz 3. Ceux qui soutiennent la proposition de la majorité selon Conseil des États et Conseil fédéral votent oui. Ceux qui soutiennent la proposition de la minorité fridée maintenir selon droit en vigueur votent non. Ja bedeutet Zustimmung zum Antrag der Mehrheit gemäß Ständerat und Bundesrat. Nein bedeutet Zustimmung zum Antrag der Minderheit FIDE festhalten gemäß geltendem Recht. Par 104 voix contre 86 et 4 abstentions, vous avez soutenu la majorité. L'objet est donc prêt pour le vote final. Sie sind der Mehrheit gefolgt mit 104 Stimmen zu 86 bei 4 Enthaltungen. Das Geschäft ist somit bereit für die Schlussabstimmung. Je remercie les rapporteurs de commission, Madame Glanzmann et Monsieur Ador, et je vous signale que déjà sur ce premier objet, nous avons 25 minutes de retard sur le programme. Je vous remercie de bien vouloir réfléchir à concentrer vos prises de parole si nous voulons tout pouvoir traiter. Objet suivant, 19076, j'appelle les rapporteurs, messieurs Ritter et Benda.